Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour, les épopées sont souvent à la source des grandes littératures universelles. Ce sont ces épopées et récits qui ont forgé ou au moins influé la construction des nations. Aujourd'hui, c'est un tour d'horizon des épopées les plus importantes et parfois les moins connues que nous vous proposons avec Gérard Chaliand, géopoliticien, spécialiste des conflits armés et poète. Et on va se poser la question, ce qui l'a amené vers ces épopées, et Anaïs Termination, historienne, justement à l'occasion de la parution de ce recueil Le temps des héros chez Robert Laffont. Merci Anaïs Termination d'être là, merci Gérard Chaliand. Alors beaucoup de questions parce qu'on a aujourd'hui avec vous et grâce à vous besoin de nous cultiver un petit peu sur ce qui constitue cette littérature extraordinaire qui n'est pas très répandue. En tout cas, on sait qu'à l'école, on a parfois pendant quelques années l'obligation de lire certains ouvrages, certains récits, mais ça s'arrête à cela, et c'est souvent, en Occident, ce sont des récits qui sont à la source de la civilisation occidentale. On fait jamais l'effort, les enseignants, l'éducation nationale, de nous former sur les civilisations, les autres civilisations, les autres cultures, et par conséquent les autres récits et épopées. Alors, je ne sais pas par où commencer. Par contre, je peux vous dire, expliquez-nous ce que c'est une épopée, quelle est la différence entre une épopée et une légende, les mythes, tout ceci. Oui, vous avez soulevé beaucoup de problèmes à la fois. D'abord, quand j'étais à l'école, il y avait essentiellement l'Iliade et l'Odyssée. C'était ça, ce qu'on appelle l'épopée. Donc on a été nourri avec ça. L'Iliade, c'est le récit de la guerre. L'Odyssée, c'est l'aventure, le voyage. Ce sont des récits formateurs qui ont une influence considérable. Et j'ai eu la chance d'être étudiant aux langues orientales, où en matière de langue, j'ai pas appris grand-chose, mais où j'ai beaucoup suivi les cours de civilisation chinoise, civilisation musulmane, civilisation indienne, etc. Ce qui fait que ça m'a ouvert aux cultures extra-européennes. Alors qu'est-ce qu'on rencontre ? On rencontre deux choses en général. D'abord les textes religieux, parce que toutes les sociétés s'appuient sur une représentation de comment le monde a-t-il été créé, d'où sont venus les êtres humains. Tout le monde se pose la même question, y compris dans les sociétés dites primitives. Et puis tout de suite après, on cherche dans la plupart de ces sociétés à se faire l'image de comment est-ce que le groupe, le peuple, va répondre aux défis. Parce qu'il y a toujours un défi conflictuel. Il y a la guerre, il y a l'incertitude, et en général, il y a cette idée qu'il faut un héros, une figure héroïque. Et la figure héroïque, elle est fondée sur le courage, elle est fondée sur une part de merveilleux, bien sûr, parce qu'il y a toujours quelque chose qui entoure la naissance du héros. Il y a aussi, en général, sa mort. Elle est provoquée. Il meurt jeune. Les héros meurent jeunes. Et en même temps, ils sont immortels parce que on va les chanter. Et où est-ce qu'on va les chanter ? On va les chanter dans les épopées. Donc nous revoilà sur qu'est-ce que c'est une épopée ? C'est ce qui compte l'histoire d'un groupe dont le modèle est David de Sassoon chez les Arméniens, ou bien chez les Géorgiens, le chevalier à la peau de tigre, Tariel, ou chez les Grecs, Achille ou Ulysse.
fils. Alors, Voilà. vous avez parlé de cette éducation, j'allais dire religieuse, c'était lié à la religion dans notre enfance. Est-ce que, par exemple, pour la Bible, on peut parler aussi d'une sorte d'épopée? Parce que là encore, il y a une construction littéraire avec un besoin et un objectif de préparer une nation. Alors, aujourd'hui, on regarde les épopées comme une construction à la source de la construction d'une nation, mais l'inverse peut être également vrai, c'est-à-dire préparer l'épopée pour construire une nation. Oui. Alors, on peut dire que le 19e siècle, qui est le grand siècle des nationalismes naissants, et le 20e, d'ailleurs, l'est aussi en général en Orient, on a redécouvert les épopées à ce moment-là, c'est-à-dire que les Allemands se sont extrêmement intéressés au Nibelungen. Les Finlandais qui étaient écrasés pendant très longtemps par les Suédois se sont redécouverts le fameux Kalevala qui est en somme le fondement même de leur culture. Et puis vous m'avez soulevé le problème de la Bible, mais bien sûr que par exemple aujourd'hui chez les Israéliens, Josué, le livre de Josué, c'est un livre fondateur. Josué, c'est le conquérant de l'État promis par Dieu. Et en général, comment dirais-je, les nationalistes chez les Israéliens sont particulièrement portés sur Josué et sur les livres tels ceux de Samuel, etc. Donc chacun puise en quelque sorte dans l'héritage ce dont il a besoin pour justifier ce qui aujourd'hui le motive. Alors, vous avez parlé de ces nationalismes au 19e, 20e siècle, mais ces épopées dont vous dites que les Allemands, par exemple, ont voulu redécouvrir juste il y a à peine un siècle ou un peu plus, mais ces épopées existaient. Elles ont été écrites par qui? Qu'est-ce qui a motivé? Est-ce que la construction littéraire, est-ce que c'est des poèmes? Est-ce que ce sont la transmission? C'est intéressant pour nous de savoir, parce qu'on parle souvent de 2-3 millénaires en arrière, comment ces épopées ont été montées, créées, inventées. Alors d'une façon générale, l'écrasante majorité des épopées est anonyme. On ne sait pas qui est l'auteur. On suppose que c'est collectif. Parfois, en ce qui concerne les Grecs, bon, c'est Homère, qui supposément est l'auteur à la fois de l'Iliade et de l'Odyssée. Il n'y a pas d'auteur à David de Sassoon. Par contre, pour des épopées plus récentes, oui. Par exemple, chez les Persans, l'épopée extrêmement importante du Shahnameh, le livre des rois, bon, il a un auteur, Firdoussi, 10e siècle. Et aujourd'hui, les Persans, disons pour eux, c'est en quelque sorte une revendication d'ordre national, puisque l'épopée du livre des rois est pré-islamique, d'une part, et en même temps que l'adversaire, c'est le Touran, c'est-à-dire les Turcs. Donc, ils se construisent à partir de ça sur une culture profondément persane, auquel s'ajoutera par la suite le chiisme, mais enfin auquel ne fait évidemment pas allusion Ferdoussi. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe pour la plupart. Est-ce que dans les épopées, il y a une transmission forcément orale aussi? Là, vous avez parlé de Ferdoussi, donc des Iraniens pour faire simple. C'est presque au 10e, 11e siècle. 10e, oui. Voilà, donc là, il y a une littérature, il y a un alphabet, il y a une transmission écrite. Et puis là, il faut pas oublier qu'on est dans un empire qui est assez riche culturellement et civilisationnellement. Est-ce que dans les épopées qui datent de 2-3 millénaires de notre ère, est-ce que la transmission était orale? La transmission a pratiquement toujours été orale. Parfois, elle est d'ailleurs oubliée. Dieu merci, il y a des endroits où elles ont été consignées. Bon, l'épopée la plus ancienne que nous connaissions, c'est celle de Gilgamesh, celui dont on dit l'homme qui ne voulait pas mourir. Bien, cette épopée de Gilgamesh, elle a été redécouverte avec ses inscriptions à Babylone, à Ninive, à Hattusas, c'est-à-dire en Turquie. Il y a différentes versions qui ont été traduites récemment. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que la plupart de ces épopées
un certain nombre d'entre elles étaient complètement oubliées. Un certain nombre d'entre elles ont été redécouvertes et retraduites. L'épopée des Kurdes, par exemple, Mamé Alan, on trouvait des dengbesh, c'est-à-dire des troubadours capables de réciter 2-3 000 vers, mais c'est Roger Lescaut, un Français qui était ambassadeur, il était spécialiste de l'arabe, il était spécialiste du persan, il a traduit Omar Khayyam, et il était spécialiste du kurde. Eh bien, c'est lui qui a, en quelque sorte, donné une transcription française de Mamé Alan, qui est la plus belle épopée que les Kurdes aient faite, et une des plus belles épopées mondiales. Alors, on imagine bien qu'il y a forcément eu des pertes, des changements, des modifications dans le texte. Considérable. Est-ce que entre deux peuples, on peut voir une même épopée, une même histoire, mais avec deux versions différentes, chacun tirant l'épopée vers lui pour favoriser une histoire ou un héros différent, ou chaque peuple a son épopée? À ma connaissance, il peut y avoir des thèmes communs, mais chaque peuple tend à avoir son épopée très jalousement. Il se la garde, c'est vraiment sa représentation même. Je crois que non, on n'a pas du tout l'idée qu'on puisse échanger. C'est à l'époque du nationalisme, c'est-à-dire l'idée de l'État-nation, on a été de plus en plus justement vers la préservation de son propre modèle. Chez les Turcs, il y a des Korkut, il y a les épopées Oğuz, il y a un certain Manas chez les Kirghizes, qui serait par exemple une épopée d'1 million de vers. Malheureusement, c'est en russe seulement. Mais oui, chacun est en quelque sorte le détenteur de sa propre glorification. Alors, vous avez évoqué en début d'émission quelques thèmes, on va dire, de base, ce qui unit ces épopées, le courage, le regard qu'on a sur la mort, etc. Il y a toujours, me semble-t-il, cette idée de la force, des vertus, du courage. Est-ce que c'est commun à toutes les épopées? Moi, j'ai envie de vous poser plein de questions sur le rôle de la femme, sur l'amour dans les épopées. Est-ce que c'est toujours présent ou est-ce qu'on voit là encore, selon la civilisation, des tabous, des thématiques qui sont pas du tout abordées, d'autres qui sont mises en valeur? En tout cas, c'est le courage qui est la vertu essentielle. C'est le courage parce qu'il s'agit de répondre à l'ensemble des défis que rencontre une société. Le courage a toujours été indispensable, il l'est d'ailleurs encore aujourd'hui, même si on a le sentiment qu'on est à une époque post-héroïque. Le courage, c'est très important. Dans toutes ces sociétés, il y a la présence de la mort, quelque chose que l'Occident aujourd'hui tente à évacuer. C'est pas simplement nos soldats dont on n'aime pas la disparition physique, mais c'est le civil non plus, ne veut plus envisager sa propre fin. Il rêve d'une prolongation indéfinie de l'existence. Il y a donc dans toutes ces sociétés, il y a un savoir-vivre, il y a aussi un savoir-mourir. Quelque chose que nous avons beaucoup perdu ici, par exemple en Europe et aussi aux États-Unis. Et je me souviens d'une discussion qu'on a eue il y a quelques mois à l'occasion de la parution de notre livre. Ce parallèle que vous faisiez entre les guerres du XXe siècle, c'est-à-dire Vietnam et puis l'Irak, pour les Américains, quand au retour de la guerre de Vietnam, les soldats morts étaient mis en valeur avec les cercueils qui arrivaient, avec le drapeau américain, et un demi-siècle plus tard, on cachait les morts, on voulait plus les montrer, au point d'aller faire la guerre avec 0 mort chez les Américains, avec les drones, etc. aujourd'hui. Donc c'est toute une culture, un regard en tout cas vis-à-vis de la mort qui est en train de changer. Oui, il y a indiscutablement, il y a une mutation des sensibilités chez les Occidentaux. Chez les Occidentaux, mais oui, pas à travers le monde, parce que ailleurs on voit il y a une sorte d'exaltation, la mort, chez les djihadistes par exemple aujourd'hui. Oui, je dirais que ça s'arrête grosso modo à la frontière de l'ex-Yougoslavie. À partir de là, le rapport à
au combat, le rapport à la violence est extrêmement différent. Mais nous, c'est-à-dire nous occidentaux, on a véritablement une mutation de nos sensibilités. L'exemple qu'on peut dire, c'est que quand il y a eu 241 Marines qui sont morts à Beyrouth et 58 parachutistes français, c'était sous Ronald Reagan, les troupes occidentales sont parties. En 1991, on a enregistré 350 morts dans la coalition, c'est-à-dire qu'on était très près du zéro mort, mais on n'a pas donné le chiffre des morts du côté des soldats irakiens parce qu'on aurait été frappé par le fait que c'est de 1 à 1000 la différence. Donc on a en quelque sorte même pas donné ces chiffres, alors qu'autrefois, dans le passé, on avait victorieusement et avec triomphe, on disait voilà, on a tué tant en général en exagérant les chiffres, depuis Homère, mais ça ne se fait plus maintenant, c'est pas politiquement correct comme on dit. Alors, Dieu, la religion, le spirituel dans les épopées. On peut imaginer que selon les périodes, selon les civilisations, la relation à Dieu, au sacré, peut être variée selon l'épopée, selon les peuples. Est-ce que Dieu est présent? Est-ce que les épopées, on est dans l'athéisme? Est-ce qu'on est dans le laïcisme? Parce que dans les épopées, on parle beaucoup plus d'histoires de héros, donc de gens vivants avec leurs vertus, que d'une relation spirituelle avec l'au-delà. Les dieux sont présents. Les dieux sont présents dans Gilgamesh. Le religieux est présent dans la chanson de Roland, indiscutablement. La plupart des épopées, disons, des religions monothéistes, mentionnent le divin. C'est pas le cas, par exemple, dans la chronique des Heike, qui est le chant épique majeur des Japonais. Bon, il y a très peu de surnaturel. On est dans la bravoure, dans l'exaltation du courage. Chez les Chinois, qui ne sont pas particulièrement intéressés par le religieux, même s'ils ont une part taoïste, une part bouddhiste, etc., au bord de l'eau, qui est leur grand bouquin, ou alors les Trois Royaumes. Bon, il y a de temps en temps des subterfuges, mais qui sont tout à fait humains. Non, il n'y a pas de mention. Donc il y a des différences de religion, enfin de société à société, mais toutes mises sur le courage. Le courage, une certaine tenue également morale, c'est-à-dire qu'en général le héros, il est droit, il représente la droiture. Il représente la vertu, et puis il accepte que le destin le porte vers la disparition. Est-ce que on est dans des histoires vraies? Est-ce que ce sont des inventions? Comment se monte une épopée? Là, vous me posez une question difficile, dans la mesure où la plupart du temps, on ne sait pas comment elle s'est fabriquée. Je sais pas, par exemple, David de Sassoon, qui est plus familier pour les Arméniens, bon, qu'est-ce qu'il raconte, là, le fameux David qui va se battre contre le Mélik de Mossoul, hein? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Est-ce que, par exemple, je peux imaginer que ça se situerait à une époque où la petite Arménie est en train de combattre les Mamelouks? Les Mamelouks, c'était des gens qui tenaient l'Égypte et la Syrie à l'époque, et qui vont, en fin de compte, détruire en 1375 le petit royaume d'Arménie. Et que par la suite, en quelque sorte, au lieu d'être vaincu, l'épopée raconte que c'est une victoire, puisqu'il a gagné, et il dit, bon, retournez chez vous, et je vous fais grâce de la vie, à condition que vous retourniez, que vous ne reveniez plus. En somme, c'est une façon de conjurer, Anaïd nous dira tout à l'heure si elle pense que c'est une hypothèse possible, c'est une façon de conjurer en quelque sorte la défaite, dans la mesure où il y a eu un certain nombre d'épopées qui transforment une défaite en victoire. En fin de compte, c'est le cas de la chanson de Roland. Roland, il meurt, toute l'arrière-garde meurt. N'empêche que pour le lecteur,
Roland, il a gagné, alors que c'est une construction complète, puisque nous avons appris par la suite que c'est pas un combat entre les Sarrasins et les Francs, non, c'est des montagnards basques qui ont liquidé une petite partie de l'arrière-garde de Charlemagne. Voilà une reconstruction complète qui fait que, on a le sentiment que c'est un choc entre deux civilisations. Alors, est-ce que pour la recherche historiographique, ces épopées peuvent servir d'éléments de source pour comprendre la société, la hiérarchie, la construction de l'État ou des États selon la civilisation? Je ne pense pas qu'on peut aller jusque-là, mais je peux dire que c'est un modèle. C'est un modèle que par exemple, l'héroïsme de David de Sassoon ait pu inspirer les Fédailles, c'est pas impossible. Après tout, on est toujours obligé de se raccrocher à un modèle, à une tradition. Et oui, ça peut jouer son rôle. C'est important. De la même façon que chez les Kurdes, leur fameux Mamé Alan, il reste un symbole extrêmement important. Alors dans toute cette période, j'imagine le temps que vous avez consacré à l'étude de ces de ces épopées, qu'est-ce qui vous a frappé en termes de similitudes et de différences avec votre regard d'homme du XXe et XXIe siècle, de toutes ces civilisations, ce qui marquait les uns et pas les autres, ou contradictoirement ou invraisemblablement pour vous, ce qui se passait dans une société japonaise et puis dans une société moyen-orientale, s'il y a par hasard des similitudes pour nous dire au final que les hommes partout avaient les mêmes histoires, les mêmes sentiments, les mêmes émotions. C'est souvent la lutte contre la traîtrise. Et entre parenthèses, en matière de traîtrise, ce sont les hommes qui sont les traîtres. C'est-à-dire que le rôle de la femme, en général, il est très positif. Non pas qu'elles soient les actrices principales de ces séquences historiques, mais enfin, ce qu'elles inspirent aux héros est toujours bon, et ce qu'elles amènent aux héros est toujours bon. C'est-à-dire que quand ils sont trahis, c'est par un rival. Autrement, d'une façon générale, je trouve que les similitudes sont considérables. Il y a toujours aussi cette part de merveilleux, c'est-à-dire que le héros, il hérite de conditions particulièrement favorables. Généralement, il est invulnérable à peu près partout, sauf dans le cas de Siegfried dans le dos, dans le cas d'Achille au talon. Voilà, c'est ça qui lui arrive. David, il naît avec un caillot dans son poing, et il y a que son père qui arrive à lui ouvrir la main. Ça montre à la fois sa force dès le démarrage. Donc en somme, ils sont véritablement, dès le début, désignés en quelque sorte comme le modèle absolu. Alors, psychanalytiquement parlant, il est intéressant de voir aussi ce lien qu'ont les héros de ces différentes épopées avec l'histoire de leur naissance. Par exemple, c'est le cas pour David de Sassoon, parce que il devait pas naître et c'est sa mère qui a fait un sacrifice énorme. Enfin, il y a des histoires liées à la naissance dès le départ, et puis ou alors à la situation très particulière de ce héros qui se différencie de la masse. Là, on met en exergue vraiment le personnage. On le met, j'allais dire, on crée une différence entre le héros et son entourage. Oui, d'emblée, il est exceptionnel. Oui. Par exemple, le Manas, c'est-à-dire la fameuse épopée des Kirghizes, là, lui aussi, il naît avec un caillot dans le poing, et en plus, à sa naissance, il est en érection dès le démarrage. Voilà. Très beau début, bonne chance. Et donc, d'emblée, le héros, on sait que c'est un héros dès le début. Et on sait aussi qu'il va mourir, jeune. Alors, on parlait des différentes vertus de courage. Faire face à la mort, ça faisait partie aussi du personnage. Oui. Donc, il fallait absolument passer, parfois, selon les épopées, par cette étape pour se démarquer, justement. Oui. Par exemple, notre dernier héros, nous, occidentaux, je dirais que c'est Ernesto Che Guevara. C'est-à-dire que c'est un vaincu. En fait, la guérilla en Bolivie, c'est une déroute, un désastre. Mais
lui, il termine en héros parce que il a consenti à aller jusqu'au bout de son aventure. C'est-à-dire, il a assumé sa mort, son destin. Et cette mort, jeune encore, le transforme en héros. Et voilà, parce que par la suite, on se souvient de son nom. Aujourd'hui, dans la société marchande, il est même sur les t-shirts. Oui. Alors là, c'est plus une opération de marketing que lui, il a pas forcément voulu. Non, absolument pas. Mais dans une société marchande, c'est comme ça qu'on est récupéré. Alors, pour reparler de la mort, est-ce que on est dans ces épopées, est-ce que ces épopées ont été inventées pour justement faire face à la mort? C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on parlait de cette relation avec le spirituel, avec l'au-delà. Vous parlez de l'homme qui ne voulait pas mourir. Est-ce que on a parlé évidemment de la relation que nous avons aujourd'hui, civile ou militaire, face à la mort. Est-ce que la création, l'invention de l'épopée, d'une épopée, c'est aussi pour faire face ou pour cacher cette crainte et la peur qu'on a face à la mort, à la mort? Alors je dirais que l'épopée c'est fait pour créer ce héros qui répond à comment tenir face à l'adversité, parce que quelle que soit la société, il y a l'adversité. Ça peut être le groupe d'à côté, ça peut être l'ennemi aux frontières, il y a toujours l'adversité. C'est la réponse à l'adversité, et en même temps, vous avez signalé quoi là, que par rapport à la mort, est-ce que c'est parce qu'on a peur de la mort qu'on veut cacher cette peur, qu'on commence à mettre ça sur papier, aujourd'hui? C'est effectivement, c'est pour exalter en quelque sorte le courage, de façon à ce que le vulgum pecus, c'est-à-dire les autres, les gens, le commun, puissent essayer de se hausser à la hauteur du modèle. Voilà, c'est comment tenir. Comment faire que on se comporte de cette façon-là. Et il se trouve que se comportent en général mieux, dans le cadre du courage, les sociétés montagnardes ou les sociétés steppiques, nomades, dans la mesure où, pour le nomade, il n'y a pas de mur, donc il doit être toujours aux aguets. C'est pour ça que dans l'histoire, on s'aperçoit que finalement, les grandes vagues conquérantes ont été le fait des nomades pendant plus de 2000 ans, jusqu'à ce que le canon fasse que le fait que la cavalerie ne pouvait plus tenir, et puis les zones refuges montagnardes où ceux qui ne veulent pas subir se réfugient et continuent avec obstination à dire non. C'est le cas avec des Kurdes, par exemple. Alors, juste pour revenir à votre livre, Le temps des héros, récit épique de l'humanité chez Robert Laffont, vous avez fait un découpage par zone géographique. Oui, pour simplifier un peu la lecture et la compréhension. Mais par contre, le choix des textes, est-ce que vous auriez pu en mettre d'autres? Il y a des textes qui sont très connus par certains de nos auditeurs, d'autres beaucoup moins, ou on les découvre pour la première fois. Comment avez-vous pu faire ce choix, ce bouquet de récits? D'abord, ça tient au fait qu'il y a des choix indiscutables. On peut pas ne pas mettre Homère, on peut pas ne pas mettre Gilgamesh, on peut pas ne pas mettre les Heike ou le Shahnameh. Par ailleurs, j'ai essayé d'être équilibré, c'est-à-dire de donner sur chaque ère une représentation. Et puis, j'ai été aussi bridé par... vous savez que ce sont des extraits. Ces extraits se payent chez les éditeurs. Quand c'est beaucoup trop cher pour racheter 40 pages sur telle ou telle, telle ou telle épopée, on est obligé d'y renoncer. Donc j'ai été un peu bridé. J'aurais pu faire encore mieux si c'était plus facile d'acheter les droits des uns et des autres. Mais dans l'ensemble, je dirais que ça donne un véritable florilège de ce que l'humanité a produit. On a des choses précolombiennes, on a des épopées africaines qui datent du XXe siècle, c'est-à-dire qui ont été, en tout cas, ramassées, recueillies, écrites au XXe siècle. Donc on a véritablement, on a pour la première fois au monde, en langue française,
comment dirais-je, une anthologie des épopées mondiales. De 900 pages à peu près, avec voilà. à chaque fois une petite introduction pour expliquer le contexte et l'histoire, le résumé. Et une introduction générale qui explique ce que ça veut dire, l'épopée, et puis on m'a dit, explique aussi pourquoi toi tu as choisi l'épopée. J'ai dit pour moi, l'importance qu'avait courage comme vertu principale. Alors, pour établir le lien avec Anna Termination, et elle, spécialiste du 19e, 20e siècle, quand on parle de ces héros, de ces grandes épopées, les grandes histoires qui ont forgé les nations, alors d'abord, pour vous, Gérard Chaliand, quels sont les héros de vos épopées présentées ici qui vous ont vraiment fasciné? Franchement, celui qui m'a le plus fasciné, c'est Gilgamesh. Gilgamesh, c'est un garçon qui se trouve dans une cité-État, et c'est un costaud. Et puis, il a un copain qui s'appelle Enkidu, et ensemble, ils font un certain nombre d'exploits. Et à un moment, parce qu'il a refusé les avances de Ishtar, qui est la déesse de la fertilité et de l'amour, son copain, par contre-coup, meurt. Et il se met à la recherche de son copain. Et alors, comment pénétrer dans l'au-delà? Et à la fin, il arrive dans l'au-delà, au terme d'une longue errance, et il rencontre Enkidu, et il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Enfin, l'autre lui dit, mais écoute, si je te raconte ce qui se passe ici, tu vas t'asseoir et pleurer. Il dit, écoute, je suis venu jusqu'ici, ouais, je suis d'accord, je veux m'asseoir, je veux pleurer, vas-y. Et l'autre lui dit, bah écoute, tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as serré dans tes bras, maintenant que tu te trouves de l'autre côté, comme moi, tout cela est réduit en poussière, mon vieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, remonte, serre ta femme dans les bras, occupe-toi de tes gosses, bois, mange, sois heureux, et rappelle-toi d'un truc, les dieux ont gardé l'immortalité entre leurs mains, nous sommes les mortels. C'est exactement comme ça d'ailleurs que Homère nous appelle. Alors, Anna Termination, à la lecture de ces épopées, si on fait un lien, moi je voudrais établir le lien avec l'histoire des Arméniens. Parce que quand on parle de l'homme qui ne voulait pas mourir, et Européenne Termination nous parlait dans ses mémoires de ces jeunes fédaïs, ou pas encore fédaïs, mais des candidats au sacrifice qui venaient à Gars pour se préparer au sacrifice et qui étaient envoyés au pays, au Yergir, justement pour se sacrifier. Et pour ceux qui rentraient vivants, c'était, à l'époque, on est fin du 19e siècle, un peuple meurtri, opprimé, et ces jeunes-là voulaient aller libérer leur peuple. Revenir vivant, c'était presque la honte. Comment établir ce lien entre celui qui ne voulait pas mourir, et à qui on explique quand même t'as un temps sur cette terre, il faut en profiter, et ceux qui voulaient se donner la mort pour une idée? Je ne crois pas qu'il faut dire qu'il voulait se donner la mort. Je crois que Gérard Chaliand sera d'accord avec moi. Ceux qui meurent, ceux qui tombent, c'est fini pour eux. Enfin, on a tort de mourir. Ce qu'ils voulaient, c'était combattre pour vivre, ou vivre pour combattre. Je ne sais pas dans quel sens il faudrait utiliser ces termes, mais je ne crois pas du tout que l'objectif était de mourir. Mais puisque vous me dites cela, et qu'on va en parler en 1915, je voudrais vous rappeler l'inverse. Mustapha Kemal, général à Gallipoli, printemps 1915, que dit-il à ces soldats turcs qu'il envoie contre les Français et les Anglais? Il dit « Je vous envoie mourir ». Il dit pas « je vous envoie combattre », il dit « je vous envoie mourir ». Dans les légendes arméniennes, il ne s'agit pas de mourir. Il s'agit, au contraire, de vivre pour combattre. Et c'est comme ça, en tous les cas, moi, que j'interpréterais le lien entre Gilgamesh, parce que Gilgamesh n'était quand même pas inconnu chez les Arméniens. Gilgamesh, ou plutôt l'Arménie, appartient à cette ère de légende du Moyen-Orient. Donc, il y a aussi des accents de Gilgamesh dans David de Sassoon. Bon. Alors, le lien qu'il faut faire, à mon point de vue, c'est la découverte de l'épopée de David de Sassoon. Il faudrait peut-être rappeler le nom de Zelvantians, qui est un prêtre, qui est le neveu ou qui est très proche de Chlimian Hayrik, qui devient évêque et père abbé dans le monastère de Sout-Karabet, là-bas dans le Daron, au-dessus de la plaine de Mouche, et qui découvre au sens où, qui invente, comme on dit,
la légende David de Sassoun. C'est-à-dire qu'il le recueille auprès des paysans arméniens. Et vous savez qu'il n'y a pas qu'une seule version. Depuis, des quantités de spécialistes se sont abattus, au moins aussi longtemps que le peuple arménien vivait sur ces terres, c'est-à-dire dans l'Arménie historique et traditionnelle. On a découvert une 50aine de versions de Sassoun Tzitavid, de David de Sassoun, alors versifiées. Peut-être que nous n'avons pas tout à l'heure insisté suffisamment là-dessus, c'est-à-dire vous-même dans votre conversation avec Gérard Chaliand, sur l'aspect poétique de ces épopées. Très souvent, ces épopées sont en vers. Pas toujours. Je ne sais pas, Gérard Chaliand, quel est le cas? Chez les Heike, c'est un récit de prose, mais c'est vrai que la plupart du temps, ce sont des récits versifiés qui permettent d'ailleurs, pour ceux qui mémorisent, de pouvoir avoir 3000 vers versifiés, ça va, on peut s'en souvenir. Autrement, raconter Madame Bovary de mémoire, c'est une autre paire de manches. Exactement. Et si vous voulez, on le voit quand on observe les enfants de l'école maternelle, qui retiennent très facilement les comptines parce que c'est versifié, qui savent que la rime va tomber. Donc, ces épopées étaient psalmodiées, chantées, le soir, le pied dans le tonil. Je dis bien le pied dans le tonil. Les familles se réunissaient lorsque le tonil était éteint, en particulier les soirs d'hiver. On s'assemblait, on mettait dans le pied dans le tonil parce qu'il y avait encore une petite chaleur, on mettait des couvertures dessus. Et puis, un goussan ou un aède ou tout simplement quelqu'un qui, dans la famille, une grand-mère ou un grand-père, psalmodiait ces vers qui traduisait, comme vient de dire Gérard de Chaliand, chez ce peuple soumis, qui avait perdu, au moins depuis 6 siècles, toute forme de pouvoir politique, la mémoire de la période où on se battait, où on était un peuple qui avait le droit de porter les armes, alors que, comme vous le savez, au XIXe siècle, dans l'Empire ottoman, les Kurdes, qui étaient un peuple guerrier, eux, conservaient des armes, soit des armes blanches, soit des fusils ou des sortes en tous les cas, d'instruments à feu, disons, parfois très primitifs, tandis qu'en principe, les Arméniens étaient non seulement interdits d'armes, mais même si on prend le cas, par exemple, de la capitale, le Constantinople, n'avait même pas le droit de monter à cheval. Ce qui leur était réservé, au mieux, c'était l'âne et le mulet, qui étaient considérés comme des animaux un peu infamants, disons, pour le cavalier. Donc, dans David de Sassoun, non seulement il y a un héros exceptionnel, en effet, l'enfant qui naît en serrant le poing, et même encore aujourd'hui, quand un père de famille, arménien ou non, voit son gamin le poing fermé, c'est très impressionnant. On a tendance à vouloir ouvrir cette main et presque instinctivement, on transfère sur ce gosse des sortes de fantasmes dont on n'est pas nécessairement conscient. Bon, alors dans David de Sassoun, il y a cette capacité du peuple arménien de se souvenir qu'il a été un peuple combattant, qu'il n'a pas toujours été un peuple soumis. Et il n'y a pas de doute que lorsque la version de Zelvanzian a été mise par écrit, c'est là que la tradition orale se transforme en écrit et que cet écrit a été transmis. Ceci a sans doute largement influencé quelqu'un comme Rafi et son Krent, le fou Rafi, qui est le roman qui véritablement a donné un élan aux jeunes Arméniens du Caucase. Ne pas oublier que Rafi écrit en arménien oriental, qu'il est publié dans Meshach à Tiflis, que ceux qui lisent Rafi, ce sont des Arméniens du Caucase, ce sont pas des Arméniens de Turquie. Les Arméniens de Turquie continuent à écouter leurs conteurs, leurs chanteurs, et ils continuent à rimer des petites comptines, etc. Ils vivent dans un autre rêve, et sans aucun doute pour moi, cette épopée David de Sassoun a constitué l'idéologie première du mouvement fédaïque. Alors justement, vous avez parlé d'idéologie, je voulais créer ce lien entre le passé et enfin quand je dis le présent, c'est les histoires contemporaines. Est-ce que dans ces épopées, on voit une manifestation philosophique, idéologique, comme tous les mouvements révolutionnaires ou autres sont nés avec des histoires semblables à ces épopées. On en a fait une sorte de tremplin pour passer à un plan politique. Donc il y a toujours une histoire fantasmée parfois sur laquelle on s'appuie pour
créé à un mouvement. Est-ce que c'était le cas est-ce que ces épopées ont servi de tremplin idéologique pour des peuples ou pour des mouvements? Oui, pour le meilleur et pour le pire. Par exemple, les Nibelungen ont été utilisés dans le régime du Troisième Reich comme une capacité à aller jusqu'à l'Apocalypse. Il y en a d'autres, comme l'épopée des Heike, qui raconte une histoire de clans qui se combattent avec la mort de l'un des clans jusqu'au dernier. Bon, c'était une espèce d'exaltation de l'esprit samouraï chez les Japonais. Donc effectivement, oui, on utilise le modèle et on prétend lui donner une signification idéologique qu'il avait ou qu'il n'avait pas. En tout cas, c'est une réinterprétation. Et dans le cas des Arméniens, oui, effectivement, il y a une filiation de la figure du héros chez les jeunes combattants des années 1890-1908, par exemple. Alors, Gérard Chaliand, vous avez souvent fait partie, accompagné des mouvements de lutte à travers les continents. Aujourd'hui encore, vous êtes un aventurier, vous êtes présent presque partout où il y a des conflits. C'est d'ailleurs pour cela qu'on dit de vous, vous êtes le spécialiste des conflits armés. Il faut dire qu'il a écrit au moins 60 à 70, si ce n'est plus, d'ouvrages sur les guérillas du monde entier. On pourrait dire du monde entier, enfin, au moins sur 4 continents. Alors justement, moi, je en Australie, qu'il n'y avait pas de guérilla en Australie, mais le reste, oui. Alors justement, Anaïs Termination, par rapport à cette histoire de Gérard Chaliand, pour revenir un peu à l'histoire des Arméniens, les Fédaïs, tout à l'heure on a parlé de Che Guevara, mais les Fédaïs aussi, c'est un mythe. On met en avant le courage. Moi, je parlais tout à l'heure du sacrifice, pas pour exalter l'idée de mort, mais le dévouement des jeunes par rapport à leur cause. Qu'est-ce que les Fédaïs ont pu laisser, non pas un siècle plus tard, mais sur leur génération, sur les autres à la même période? Si je vous dis Kevork Chavouch, si je vous dis Antranik, si je dis Herair, si je dis Vartan, qui sont des prénoms qu'on donne, enfin, Vartan en particulier encore aujourd'hui assez facilement aux enfants, Antranik, bon, ça veut dire que réellement, sur le moment, ces personnages hors pair, qui se sont illustrés dans des combats, je dis presque de face à face, c'est-à-dire un petit groupe de Fédaïs de 5-6 individus mal armés face à une brigade turque ou à une tribu kurde, bon, dans des combats absolument inégaux où certains ont laissé leur vie, ont influencé de façon extraordinaire l'imaginaire du peuple arménien. Et si dans les siècles passés, des légendes ont été construites par des anonymes qui probablement à chaque génération ont ajouté un détail, ou peut-être ont changé un détail. Vous savez comme moi que dès le 19e siècle, les chants révolutionnaires arméniens prennent naissance autour de ces personnages et sont encore chantés aujourd'hui dans la diaspora, que ce soit à Beyrouth ou à Alfortville. En Arménie soviétique, longtemps ces chants étaient interdits, mais ils ont retrouvé leur place. Ils ont été modernisés avec les méthodes, le rock, le ceci, le cela, pour continuer à transmettre cette légende. Alors justement, c'est un parallèle très intéressant que vous faites parce que il y a très peu de peuples qui exaltent leurs héros contemporains de cette manière-là à travers des chants. Les Arméniens sont pas les seuls, mais en tout cas, c'est pas très commun d'avoir toute une littérature et toute une panoplie de musique, de chants chantés en groupe par des chorales ou que vous l'avez dit, même avec des rythmes de rock aujourd'hui. Ou bien le David de Sassoon, la chorale faite par Garbis. Voilà, donc sur tous les plans, encore, on continue à chanter cela. Alors, justement... Juste un mot là-dessus. Chez les Grecs, ce qu'on appelle la belle mort, c'est celle qui est chantée. C'est-à-dire, la mort du héros, c'est une belle mort parce qu'elle va être chantée. Et cette tradition, elle existe. Pas seulement chez les Arméniens. Par exemple, dans les Balkans, elle est très vivace. Chez les Serbes, chez les Grecs, les chants de Haïdouk sont ultra célèbres. Donc c'est quelque chose de très commun, disons, d'avoir une mémoire qui se transmet à travers ces chants. Et c'est ça, la belle mort. Alors même, pour ne pas aller très loin,
il y a 30 ans, les 5 de Lisbonne. Aujourd'hui, il y a des chants, plusieurs morceaux dédiés à ces 5 de Lisbonne, et puis de pays en pays, de génération en génération, on met en valeur l'héroïsme, le sacrifice de ces 5 combattants. C'est quand même assez exceptionnel de mettre en valeur ce héroïsme à travers une littérature d'un autre genre. Là, c'est en l'occurrence, c'est je parle de chant. Vous avez raison, s'agissant des Arméniens, mais ça prend une autre valeur. Gérard vient d'évoquer le cas des Grecs, mais la Grèce existe. Il n'y a pas eu discontinuité en Grèce entre le peuple grec, son territoire et aujourd'hui. Tandis que dans le cas des Arméniens, il y a la diaspora. Il y a le fait que ces lieux où se sont passés ces faits héroïques, qu'il s'agisse de la légende, David de Sassoon et d'autres légendes d'ailleurs, il n'y a pas que David de Sassoon, ou qu'il s'agisse des actions héroïques des Fédaïs, qui ont été des imitateurs conscients ou inconscients, ou qui ont voulu être dans la lignée de David de Sassoon. Il y a aujourd'hui discontinuité. Ces territoires sont perdus. Ces territoires sont vides d'Arméniens ou sont peuplés de Kurdes ou de Turcs ayant une vague origine arménienne depuis un siècle. Et ces légendes continuent à se diffuser, à vivre dans la diaspora et dans les différentes communautés de la diaspora. C'est pourquoi j'ai apporté ici un petit opuscule publié à Beyrouth, destiné aux enfants, avec un David de Sassoon absolument magnifique, aux yeux bleus, tenant l'épée fulgurante, ayant sur le bras, là on ne le voit pas, on devrait voir le signe de croix, on le voit parce qu'on est en vidéo aussi. Qui en fait un héros chrétien, et derrière le regard émerveillé de Djalali, ce cheval merveilleux qui vole dans l'air et qui le mène un peu partout et qui est intelligent et qui prévient David des perfidies de ses ennemis. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire parce que ce texte, je le lis à ma petite fille qui a 6 ans et qui va à l'école maternelle à Fresnes. Bon, donc à Fresnes, aujourd'hui, dans le Val-de-Marne, on peut réellement exalter et intéresser une petite fille au fait d'armes de Vasim de Sassoon. Et par ailleurs, je voudrais vous montrer autre chose. C'est ce livre qui a été publié en Arménie au début de cette année et dont l'auteur vient de mourir. C'est Levon Khetchoyan. Oh. Et ce livre s'appelle Meheri Dran Kirke, le livre de la porte de Meher. Alors, dans l'épopée David de Sassoon meurt, mais il a un fils qu'il a maudit. Et ce fils maudit, c'est Meher le Petit, qui porte le nom de son grand-père, Meher le Grand, et qui, à la fin de l'épopée, ne meurt pas, mais s'enferme dans un rocher avec son cheval, et il est condamné, lui, à l'immortalité. Et la légende chez les Arméniens, la légende populaire disait, en tous les cas moi, souvent je l'ai entendu et je l'ai répété, peut-être un peu naïvement, Meher sortira de son rocher lorsque l'Arménie sera un État indépendant. Or, ici, à l'heure de la crise politique en Arménie, Khetchoyan écrit un ouvrage sur ce qu'il appelle le roman national. Un livre extrêmement difficile à comprendre et dans lequel il y a un dialogue entre l'écrivain et ce personnage qui n'arrive pas à mourir, mais qui n'arrive pas non plus à sortir de la porte. Et le mot important de la part de Khetchoyan, c'est que quand on est dans un rocher et qu'on est séparé du monde des vivants par une porte, il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. On est d'un et de l'autre de cette porte, et donc peut-être y a-t-il là une sorte de tentative d'explication de la situation un peu désespérée de l'Arménie aujourd'hui. Alors, moi je voudrais, Gérard Chaliand, voir avec vous, puisqu'on parle des épopées, il y a des mythes fondateurs pour chaque nation. Quand on parle de Haïk Epel, Arak Eretzik, est-ce que ce sont des épopées? Comment les classifier? Ce sont des légendes? Quoi? Arak Eretzik, Ara le Beau, Haïk Epel, ce sont des légendes fondatrices de la civilisation arménienne. Quelle est leur place aujourd'hui par rapport, si on fait une comparaison avec les épopées? Je dirais que
ce serait classé aujourd'hui dans ce qu'on appelle la narration d'une histoire. C'est-à-dire, c'est la façon de se donner une histoire. Ara Lebel avec Sémiramis, si j'ai bonne mémoire. Oui. Bon, c'est une façon de se raccrocher dans l'histoire avec une interprétation de celle-ci qui fait que les Arméniens dans une histoire de ce type aiment à se reconnaître. Et une histoire scientifique, c'est une autre paire de manches. Anaïd peut nous le dire. Même dans une des épopées présentées ici, il y a une histoire similaire où le héros refuse l'amour d'une femme. Et là, avec Ara Lepo et Sémiramis, on est presque dans la même histoire parce que la reine assyrienne voulait conquérir l'Arménie et surtout son roi, ce roi qui refusait d'aller donc parce qu'il fallait se soumettre à cette reine impératrice très forte, c'était la reine de l'époque. Bien sûr. Et donc c'était une manière de garder l'indépendance de l'Arménie en refusant cet amour qui était malvenu pour le pays. Donc c'est là encore, il se sacrifie pour préserver l'indépendance de son pays. Moi, c'est par rapport à la classification à la détermination. Qu'est-ce que c'est? C'est une légende? Est-ce que c'est une épopée? J'aimerais savoir quelle différence mettons entre... Dans l'épopée, il y a toujours un peu de légende. Il y a toujours un côté fictif, inventé. Mais cette invention non plus a un sens. L'invention a toujours un sens. L'épopée est aussi une sorte de leçon. Tout à l'heure, Gérard a parlé de conduite. Le héros a une conduite. Il a une morale. Il n'a pas lu Kant. Il ne sait pas ce que c'est que l'impératif catégorique, mais il sait ce que c'est que le bien et le mal. Bon. Et entre la légende et l'épopée, pour moi, sont extrêmement... moi, je ne les discerne pas tellement. Mais moi, est-ce que vous permettez que je puisse poser une question à Gérard Chaliand? Bien sûr. Je voudrais... Gérard Chaliand n'a pas simplement constitué des ouvrages sur les épopées, il s'est intéressé aux mythes. Hein. Il a écrivé sur les mythes, il a distingué les mythes des épopées, donc l'aspect religieux ou para-religieux. Il s'est beaucoup intéressé à la poésie, à la justement, on parlait de ces épopées versifiées qui jouent un rôle particulier dans la mnémotechnique de la comment conserver la mémoire de l'épopée. Moi, je voudrais, je me rappelle autre chose aussi. Je sais que Gérard Chaliand a publié il y a quelques années un ouvrage qui s'appelait Fragments d'Arménie, où il a consigné, non pas simplement un extrait de David de Sassoon, non pas simplement des extraits de romans arméniens ou de gens qui ont écrit sur les Arméniens, comme Vassili Grossman par exemple, mais il y a consigné un certain nombre de pages extrêmement importantes de Loupen, les mémoires de Loupen. Il a mis pratiquement la totalité de l'opération Némésis de Drogy. Et surtout, à la fin, il a consigné Mémoire de ma mémoire, et qui est une sorte d'autobiographie, qu'est-ce que je pourrais dire, spirituelle, Gérard, qui redécouvre, c'est pas à moi de dire ce qu'il va dire, donc la question que je pose à Gérard, quel est le lien entre les épopées et Mémoire de mémoire et le choix des ouvrages que vous avez mis dans ces Fragments d'Arménie en 2002? Mémoire de ma mémoire, comme je l'ai expliqué, c'est la mémoire que chacun draine du passé familial ou du passé du groupe. Moi, c'est un passé que j'ai longtemps rejeté dans la mesure où petit et ensuite enfant, j'étais lassé d'entendre la déploration du désastre. Ce côté victimaire qui, soit dit par parenthèse, est devenu une des marques de l'Occident aujourd'hui, parce que quand on était à l'école, par exemple, les conquistadors, ils étaient privilégiés à l'excès. Au 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique, il n'y en avait plus que pour les victimes. C'était vraiment
Les conquistadors étaient devenus des monstres qui avaient détruit des civilisations. Autre excès. Donc moi, le côté victimaire, ça m'a toujours, personnellement, très profondément dérangé. Je préfère ceux qui combattent. Voilà. Et donc, pendant très longtemps, j'étais, en quelque sorte, hors du circuit arménien. Et ça ne m'intéressait pas. Et c'est seulement lorsque tout le monde est mort dans ma famille et que j'étais le dernier, et que les événements ont fait que la question arménienne est ressortie des oubliettes de l'histoire, puisqu'on n'avait même pas une note de bas de page dans les bouquins d'histoire, entre 1920 et 1900, je dirais facilement 85, au bas mot. À ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, tu t'es battu pour beaucoup de causes. Il faut aussi dire quelque chose sur la tribu d'origine. Et également, comment dirais-je, fouiller en soi-même pour dire comment on se situe. Et c'est un ouvrage où je parle du désastre, mais je ne parle pas seulement du désastre dans la déploration, je parle aussi de ceux qui ont combattu. C'est un livre optimiste. C'est un livre optimiste. Dont des membres de votre famille. Oui, et dont mon oncle, le frère aîné de mon père, qui est mort les armes à la main au terme d'un siège de 7 mois dans la ville de Hajan, dont je ne sais même 6 pas... 6 mois de siège. 6 mois de siège. Bon. Abandonné par les Français. D'accord. Alors, et ça s'appelle comment aujourd'hui? Je ne sais même pas d'ailleurs, Hajan. En tout cas, donc, c'était un modèle que j'aimais bien. Disons, ma conception des choses, c'est que s'il n'y a pas d'autre choix, il vaut mieux mourir les armes à la main que de se laisser mener à l'abattoir. Bon. Et donc, c'est un livre optimiste qui assume ce que j'ai longtemps refusé. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Alors, est-ce que il y a des peuples, Gérard Chaliand, qui n'ont pas d'épopée, de littérature fondatrice, qui ait forgé leur histoire, leur construction nationale? Je ne pense pas. Je pense que tous les peuples, d'une façon ou d'une autre, ont un modèle. C'est pas forcément l'épopée classique, mais ils ont un modèle fondé sur le courage. Je crois que c'est ça essentiellement la vertu de l'épopée. C'est une exaltation du courage pour résister à l'adversité. Et il n'y a pas de groupe qui n'ait pas eu à résister à l'adversité. C'est d'ailleurs, on constate aujourd'hui, où en effet, on est en Occident, en tous les cas, très économe de la vie humaine et du combat. Le combat corps à corps n'existe plus en Occident. Non. Enfin, sauf quand les Occidentaux se déplacent en Afrique ou sont amenés à affronter d'autres populations et d'autres types de cultures et de civilisations. Mais il y a la bande dessinée. Les héros de bande dessinée sont tous des héros d'épopée. Vous en avez lu, comme moi. Alors, tous. Aujourd'hui, on en invente. Goscinny a même inventé, vous savez bien, un héros breton. Bon, et les peuples ont besoin d'épopées, même si les héros aujourd'hui, ce sont les joueurs de football. On vient de le voir là. On le voit en ce moment. Au moment où on vit cette incroyable épopée du football présidée par la FIFA. C'est la FIFA, notre compteur aujourd'hui, qui nous raconte ces épopées de football auxquelles tout le monde participe devant sa télévision, assis, bien sûr, avec des passions nationalistes, exactement comme dans les anciennes épopées. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. On voit les tribunes agitées de drapeaux de toutes les couleurs. Ceci montre bien que même l'homme aujourd'hui, qui a peur de sa mort, qui vit entouré d'objets technologiques qu'il ne domine pas toujours, a besoin d'épopées, d'histoires exaltantes, de héros pour pouvoir continuer à vivre et engendrer. Mais en même temps, puisqu'à la fin de l'émission, je voudrais vous poser des questions sur ce qui se passe aujourd'hui dans cette région. Là, vous avez parlé de Gilgamesh et on sait que c'est dans cette région où les djihadistes ont pris des territoires, donc et ils ont créé un califat récemment, là il y a quelques jours, que Gilgamesh a été inventé, créé. Donc c'est intéressant de voir avec vous, puisque vous passez une bonne partie de votre temps dans le Kurdistan
ressortissant irakien Gérard Chaliand, mais est-ce que tout ce football et toutes ces inventions d'aujourd'hui, alors elles n'ont pas pour raison de cacher la réalité de ce qui se passe ailleurs, les tragédies et les grandes questions de ce monde, mais en même temps, c'est ce qui se passe. On oublie ce qui se passe réellement. Quand on parle de djihadistes, on pense aux djihadistes, mais parfois on oublie qu'il y a des victimes et on ne pense pas aux victimes, aux conséquences. Oui, alors parenthèse, le cinéma remplit la fonction aussi, hein. Rambo, Le Faucon Noir, Des Mineurs, voilà des films où Hollywood gagne la guerre. Bon, mais enfin, venons-en à votre question là sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Bon, bien au Moyen-Orient, au terme de ces printemps arabes qui ont été fort décevants, sauf peut-être en Tunisie, on a ce qui s'est enclenché en Syrie. Bachar el-Assad a réussi, grâce à divers alliés, à tenir le choc. Et entre-temps, tout ceci démarre dès 2003 avec la funeste intervention américaine, en tout cas funeste pour eux-mêmes, funeste d'une façon générale pour les sunnites. Ils ont réussi à mettre au pouvoir des chiites qui se retrouvaient être les alliés de l'Iran, qui était l'adversaire principal. Paradoxe. Ça a profité aux Kurdes. C'était pas l'objet de la guerre du tout, mais il se trouve que, divine surprise, ils se trouvent dans une situation meilleure que jamais. Donc, cette mouvance islamiste qui ne date pas d'hier, puisque dès 1979, pour ne pas remonter avant, l'Arabie saoudite n'a pas cessé d'encourager, de financer un islam militant de l'Afrique noire jusqu'à l'Indonésie. Et elle avait démarré d'ailleurs au lendemain de la première crise pétrolière, dès 1974, quand elle a commencé à avoir des moyens considérables avec le quadruplement du prix du pétrole. Et aujourd'hui, ça s'est transformé en une rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite et certains États sunnites, comme par exemple le Koweït, avec instrumentalisation de la religion. Et l'islamisme est né, disons, de cela comme conséquence. En 1979, le djihad afghan, en fin de compte, c'est un djihad essentiellement sunnite qui permet aux Saoudiens, qui sont avec les Pakistanais et la CIA, ceux qui vont contribuer à radicaliser une partie minimale d'ailleurs. Hein, il ne faut pas oublier ça. Les djihadistes sont extrêmement peu, même s'ils ont une aura, même si quand des jeunes partent d'Europe, ils vont pas rejoindre l'armée de libération syrienne qui est supposée être démocratique. Non, ils vont directement vers les plus radicaux parce que c'est plus excitant, c'est plus épique, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Profitant de la marginalisation en Irak par le régime de M. Maliki, les sunnites, ils ont réussi à repénétrer à partir de la Syrie, alors qu'ils étaient partis eux-mêmes d'Irak, c'est-à-dire que l'Irak et la Syrie, ça a toujours été lié, en fin de compte. Et aujourd'hui, ils proclament un califat qui est au-dessus de leurs moyens. C'est comme si la Corse, demain, par exemple, disait qu'ils sont indépendants. Bon, alors, ils vont être reconnus par qui? C'est le même problème. Et donc, ils prennent leur rêve pour la réalité, en se disant que, de toute façon, au moins ce rêve va pouvoir leur amener une espèce de prestige qui fait que vont se coaguler autour de son mouvement d'autres apprentis, d'autres volontaires pour mener un combat. Donc, ils sont dans une logique, en quelque sorte, de l'affrontement. On est parti en Irak pour un conflit prolongé dont nous ignorons l'issue, mais dont nous pouvons dire d'emblée une chose: le califat n'existera pas
et les djihadistes ne vont pas l'emporter. Alors justement, étant donné qu'il y a plusieurs guerres qui ont été montées, exécutées ces derniers temps, avec des issues contraires parfois au but déclaré d'avance, est-ce que l'Arabie Saoudite n'est pas aussi dans ce piège, c'est-à-dire armer ces djihadistes et au final ces djihadistes islamisés prenant le Coran comme seule source comme de source de vérité, vont affronter l'Arabie Saoudite un jour en disant que vous nous avez financé, armés, mais vous êtes tellement riches avec l'argent du peuple et l'argent des djihadistes au final que ça va exploser sur la figure. Déjà du temps d'Al-Qaïda, il y a eu des islamistes qui ont lutté contre le régime saoudien, qui trouvaient en fin de compte ambigu, alliés malgré tout aux États-Unis, oui. Et ils ont été lourdement décimés, parce que là, ils plaisantent pas, les Saoudiens, ils savent se défendre. Aujourd'hui, ils utilisent néanmoins ailleurs les islamistes, de façon à affaiblir l'Iran, parce que c'est quand même un match entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, en grande partie. Et là-dedans, les États-Unis, comprenant en fin de compte que l'Arabie Saoudite n'est plus l'allié complet qu'il était tant qu'existait l'Union soviétique. Aujourd'hui, les buts de l'Arabie Saoudite sur le conflit syrien comme sur le conflit irakien ne sont pas ceux des États-Unis. Donc ils ont repris langue avec le rival d'hier, qui reste d'ailleurs un rival à cause du nucléaire et à cause de beaucoup de choses, mais ils veulent rééquilibrer en quelque sorte leurs relations en pouvant jouer sur des contradictions internes du Moyen-Orient et de façon à rester les arbitres de la situation. À un moment, indirectement ou directement, à travers des interventions de drones, etc., le président Obama va être obligé d'intervenir si les islamistes devenaient trop forts. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, avant de vous donner la parole à la termination, vous avez dit, divine surprise, qu'en conséquence de cette guerre de 2003, le Kurdistan, donc cette guerre a profité aux Kurdes. Est-ce que la guerre des djihadistes a également profité aux Kurdes? Parce qu'aujourd'hui, on parle, est-ce que c'est réalisable, d'une vraie indépendance de juré? Parce que l'indépendance de facto existe du Kurdistan irakien. Disons que ça dépend de la désintégration de l'Irak, qui n'est pas encore jouée. Ça va dépendre de la capacité du régime de M. Maliki, ou en tout cas des chiites, de répondre à cet État islamique. Donc rien n'est joué, la situation est extrêmement fluide. Ceci dit, les Kurdes s'organisent pour pouvoir être, le cas échéant, indépendants. Est-ce qu'ils vont la proclamer ou pas? Point d'interrogation. Pour l'instant, à mon avis, ce n'est pas encore le cas. Mais s'ils devaient le faire, il va de soi que les Turcs, par exemple, sont probablement favorables à une telle indépendance, à condition, bien sûr, qu'ils puissent continuer de tenir, aujourd'hui comme hier, leurs propres Kurdes, en leur accordant des droits culturels très larges. Et tout ceci va se jouer à partir du mois d'août, lorsque M. Recep Tayyip Erdogan va devenir le président de la Turquie avec des pouvoirs comme personne n'en aura jamais eu depuis Mustafa Kemal. Alors pourquoi la Turquie serait favorable à cette indépendance? Dans la mesure où aujourd'hui les économies du Kurdistan, et particulièrement du KDP, des barzanistes, est complémentaire de l'économie turque, à cause du pétrole dont manquent cruellement les Turcs, à cause du fait que finalement, à l'intérieur du Kurdistan aussi, les entrepreneurs turcs sont très, très présents. Donc il y a une sorte de complémentarité, il y a une sorte d'alliance. Est-ce qu'elle est circonstancielle ou est-ce qu'elle est plus importante? Nous le verrons dans l'avenir. Enfin, ceci dit, c'est quand même une alliance entre un fort et un faible. Oui, moi, je voudrais revenir au livre de Gérard Chaliand, Le temps des héros, récit épique de l'humanité. D'ailleurs, que je souhaiterais que ce livre soit lu dans les collèges. C'est une littérature tout à fait faite pour les
jeunes garçons et filles de 11 à 15 ans en Occident, mais enfin bon. La question que je vais poser à Gérard Chaliand concerne les Kurdes. Est-ce que le récit Mameh Alan, que vous avez mis dans ce livre kurde, a-t-il inspiré le comportement des Peshmerga, c'est-à-dire des combattants kurdes aujourd'hui en Irak, qui sont présentés, à tort ou à raison, comme la seule force militaire organisée capable de tenir le terrain et de tenir éventuellement tête aux islamistes que vous venez d'évoquer? Moi, à titre personnel, j'en ai pas le sentiment. Pour moi, si vous voulez, s'il fallait véritablement classer Mameh Alan, je dirais que Mameh Alan fait partie presque plus de la littérature courtoise que de la littérature épique. Il y a un côté épique dedans, mais finalement, c'est une histoire d'amour, comme Tristan et Iseult. Ça fait partie de cette littérature courtoise. Il montre aussi la liberté relative de la femme kurde. Oui, par rapport... Encore hier comme aujourd'hui. Oui, par rapport à, disons, à l'environnement. Aux sociétés voisines, oui, c'est très net. Et aujourd'hui, c'est à cause de la... comment dirais-je, de l'influence de l'Arabie Saoudite qu'on voit un certain nombre de manifestations de régression dans ce domaine-là. Et ce que vend en quelque sorte l'Arabie Saoudite est un phénomène régressif. Et pour conclure, je voudrais quand même dire que tous ces islamistes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent un retour à la grandeur d'autrefois. Et en fait, comment est-ce que l'Inde, comment est-ce que la Chine, qui sont les deux autres grandes civilisations, ont retrouvé leur place, retrouvent aussi la grandeur, plus que l'indépendance, à travers la croissance économique, à travers l'éducation. Et à cet égard-là, on peut dire que les sociétés arabes, d'une façon générale, et je ne mets pas évidemment là-dedans ni l'Iran ni la Turquie, c'est l'évidence, les sociétés arabes aujourd'hui, la façon dont elles répondent aux défis de la modernité, que ce soit en Égypte, que ce soit en Syrie et au Liban, elles marchent vers l'impasse. Hélas, ils vont pathétiquement encore perdre une génération qui se bat dans un combat totalement inutile, stérile, et qui ne mène nulle part. C'est ça qui est triste. Alors, Le temps des héros, récit épique de l'humanité de Gérard Chaliand, publié chez Robert Laffont. C'est le livre que nous vous encourageons à lire. Vous l'avez dit, à détermination, c'est vraiment l'occasion pour les jeunes de découvrir le monde ancien. Alors, évidemment, là, on parle des épopées. Les enfants des banlieues, par exemple, c'est vraiment un livre d'initiation. Alors, vous présentez ici, Gérard Chaliand, des épopées de l'Antiquité et de différentes zones géographiques, l'Europe occidentale, l'Europe orientale, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, les Amériques. Donc, on a la possibilité de découvrir, si je puis dire, la source de ces civilisations, en tout cas des modèles, des histoires, des récits qui sont à la fois intéressants, mais éducatifs, pédagogiques, pour nous tous. Merci d'avoir été nos invités, Gérard Chaliand et Annie Termination. Et donc nous aurons l'occasion de reparler avec Gérard Chaliand, peut-être suite à ses prochains voyages au Kurdistan irakien. Merci. Au revoir. Merci. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.